Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc très élastiques. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi d'optimisation algorithmique. On cherche le minimum d'étapes nécessaires pour trier une pile de crêpes. Cap au Sénégal, dans les studios de Téléécole, où nous retrouvons notre présentateur, Monsieur Diak. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne Téléécole. Bonsoir, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Nous revoici encore une fois pour une autre émission d'Animat sur Téléécole. Rappelez-vous, la semaine passée, nous avions le défi sur les symboles MUI, dont nous avions 3 questions. Et les questions étaient basées sur ces 4 propriétés. On avait même donné des exemples. Et la première question, c'était comment transformer MUI jusqu'à avoir MUI, UI, IU, IU, tout en utilisant que ces 4 propriétés. Donc voilà, je rappelle un peu les propriétés. XI donne XI plus U, où X est n'importe quelle combinaison des symboles MU et I. MX, c'est MXX. XIIY donne XUY. Et XUY donne XY, c'est-à-dire les propriétés 3 et 4. 3 transforme les 3 i collés en un U. Et la quatrième propriété fait disparaître 2 U qui sont collés côte à côte. Et c'est pourquoi, pour la première question, voilà ce que nous allons vous proposer. Donc, vous voyez, on avait commencé par MUI. Si on applique la propriété 1, 2, la propriété 1, 2, c'est quoi? M suivi de quelque chose nous donne un M suivi de la chose répétée encore. Donc, ce qui donne, voilà notre X, c'est le UI, donc ça va donner M, UI, UI, ce qu'on a écrit là-bas. Si on applique ensuite la première propriété nous dit quoi? S'il y a quelque chose qui précède un I, c'est comme si je répète la même chose, mais j'ajoute un U à la fin. Donc, voilà la chose qui précède le I, c'est-à-dire le MUI, U. Je vais écrire la même chose, mais je vais ajouter un U. Donc, j'avais mis la propriété 1, 2. Voilà la propriété 1, 1. Donc, j'aurai MUI, UI, U. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là-bas. MUI, UI, U. Ensuite, j'applique la propriété 1, 4. Si j'applique la propriété 1, 4, vous voyez comme je l'ai écrit là-bas, la propriété 1, 4, elle fait quoi? Quand elle voit 2 U collés, ah non, j'applique la propriété 1, 2 encore. Je suis là. J'applique la propriété 1, 2 encore. La propriété 1, 2, comme tout à l'heure, ça répète ce qui suit le M. Donc, c'est ce qui nous donne MUI, UI, U, UI, UI, U. Donc, voilà notre X. La propriété 1, 2. S'il y a M suivi de quelque chose, elle répète la chose. C'est pourquoi M suivi de tout ça, voilà notre X qui était terminé par U, il met encore un X. Donc, c'est MX va donner MXX. Voilà ce qui représente le X. Maintenant, c'est à partir de là que je vais appliquer la propriété 1, 4 qui fait quoi? Quand elle voit 2 U collés, elle les fait disparaître. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui est devant et qui est avant et après le... Voilà nos 2 U collés. La propriété 1, 4 va les faire disparaître. Et ce qui donnera la phrase recherchée. MUI, UI, les 2 U là vont disparaître. Donc, il sera I, U, UI. Et c'est ce que j'ai donné ici. Donc, à la fin, on aura M, UI, UI, I, U, I, U. Donc, voilà la première question. En conclusion, il fallait donc, pour quitter MUI et arriver à MUI, UI, IU, IU, il fallait donc appliquer la propriété 1, 2, ensuite la propriété
1, 1. Encore la propriété 1, 2. Et enfin la propriété 1, 4. Donc, ce sont des propriétés qu'on a créées comme ça sur cet ensemble de 3 symboles. Pour la deuxième question maintenant, on nous avait demandé, est-il possible de transformer MI en MU en utilisant uniquement les règles ci-dessus, c'est-à-dire les 4 règles. Pour cela, voilà comment on va le faire. De MI vers MU, il est impossible de transformer MI en MU. J'affirme d'abord. Avec les règles fixées. On peut prouver cela de la manière suivante. Donc, afin d'obtenir MU, il faut éliminer le symbole I de MI. Parce que je pars de MI pour arriver en MU. Le M, il reste, mais c'est le I qui doit disparaître et donner un I. Je vais voir est-ce qu'un I peut se transformer en U. Donc, les deux seules règles modifiant le nombre de I d'un mot sont les règles 1, 2 et 1, 3. Parce que 1, 2, c'est MX qui donne MXX. Dans ce X, il peut y avoir n'importe quoi, donc il peut y avoir un I. S'il y a un I dans ce X, c'est parce que ce I sera répété. Donc, la règle 1, 2 peut modifier le nombre de I d'un mot. La règle 1, 3 transforme 3 I en U. Donc, la règle 1, 3 aussi peut modifier des I. Mais on voit que la règle 1, 4 ne parle pas de I et la règle 1, 1 aussi pareil. S'il en est ainsi, donc la règle 1, 2 double le nombre de I d'un mot et la règle 1, 3 le diminue de 3. La règle 1, 3, quand il a 3 I, il le fait disparaître pour donner un I, c'est-à-dire le nombre de I sera diminué de 3 de toute façon. Donc la seule solution pour réduire à 0 le nombre de I est de faire en sorte que ce nombre soit un multiple de 3. Parce que la règle 1, 3 peut faire disparaître autant de I pourvu qu'il soit un multiple de 3. Ainsi donc, or au départ, le mot ne contient qu'un seul I. Comment les règles fournies peuvent permettre, donc comme les règles fournies ne permettent jamais de produire un nombre de I multiple de 3, donc il est donc impossible d'obtenir MU à partir de MI. Donc voilà la justification de on ne peut pas transformer MI en MU. Ensuite, pour la troisième question maintenant qui disait quoi? Quels sont les critères permettant de dire si une chaîne donnée peut être obtenue à partir de MU en utilisant uniquement les règles ci-dessus? Ici, il faut bien se concentrer parce qu'il y aura un peu de mathématiques quand même. Donc, afin de répondre à cette question, nous allons nous focaliser sur chacun des symboles à tour de rôle. Il faut prendre les symboles un à un. On commence par regarder le symbole M. Donc, aucune règle ne permet de le supprimer. Parce que, vous voyez, celui-là, si ce X-là contient un M, il va le répéter. Donc, il ne peut pas supprimer un M. Celle-là aussi, quand il y a M, il y a encore M ensuite. Ce qui veut dire que cette règle-là ne supprime pas de M. La règle 1, 3 aussi, pareil. S'il y a un M dans les X ou les Y, les X et les Y sont répétés, donc le M ne va pas disparaître. De la même manière, pour la règle 1, 4 aussi, c'est pareil. Donc, il n'y a aucune règle qui peut supprimer un M. Maintenant, aucune règle ne permet de supprimer un M. Et la seule règle 1, 2 permet d'en produire si seulement au courant, le mot contient au moins 2 M consécutifs. Donc, j'ai dit seule la règle 2. S'il y a un M ici, par exemple, comme la règle 1, 2 reproduit de X, donc il va reproduire la même chose. Ainsi, j'ai dit, comme MI ne contient qu'un seul M en début de mot, le mot ciblé devra donc commencer par M et ne contenir qu'un seul M. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, regardons la lettre I. J'avais dit que je vais traiter les lettres une à une. La lettre I. Comme montré précédemment, le nombre de I dans le mot ciblé ne peut pas être multiple de 3 au début. Donc, n applications consécutives de la règle 1, 2 produisent 2 à la puissance n symbole I. Parce que la règle 1, 2, il répète. Par exemple, s'il y en a I, il y a un I ici, il va avoir 2 I. S'il y en a 3, il y aura 3 et 3. Regardez bien pourquoi j'ai dit 2 à la puissance n. S'il y a un I dans le X, la règle 1, 2, comme il répète le X, il y aura 2 I. S'il y a 2 I ici, il y aura 2 fois 2 I. 2 à la puissance 2 I. S'il y a 3 I ici, il y aura 3 I. Donc, il y aura 3 au carré I. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que il y aura 2 à la puissance n symbole I. Si on applique n fois la règle 1, 2.
Et des applications ciblées de la règle 1,3 permettent de réduire le nombre de i. La règle 1,3, s'il y a des i, un multiple de 3 de i, il peut l'enlever. Parce qu'à chaque fois, il y a 3 i collés. Donc, il les transforme en u. C'est pourquoi j'ai dit, permettront de réduire le nombre de i. Maintenant, pour le symbole u, la règle 1,1 permet d'en produire 1. Donc, la règle 1,1 nous dit que si ça termine par i, elle permet de produire un i de plus. Parce que si ça termine par i, il ajoute un u. Et maintenant, une combinaison des règles 1,2 et 1,3 semble permettre de produire autant de u que nécessaire. Parce que 1,2 répète les x, s'il y a un u, il va le répéter. 1,3 aussi permet de transformer 3i en u. Donc, les deux peuvent créer des u aussi. On a donc intuitivement les trois propriétés suivantes. La première, c'est quoi? Le mot cible ne contient qu'un seul m et un nombre arbitraire de i et de u. Le mot cible commence par m, deuxième propriété. Troisième propriété, le nombre de i dans le mot cible n'est pas un multiple de 3. Parce que sinon, ça va disparaître avec la propriété 1,3. Par conséquent, on peut formellement démontrer qu'un mot x peut être dérivé de mi par les 4 règles initiales. Si et seulement si ce mot respecte les 3 propriétés citées juste avant, c'est-à-dire les 3 propriétés de tout à l'heure. Seulement si aucun des 4 règles initiales ne déplace le m, ni ne modifie le nombre de m, et aucun autre symbole que le i ou u ne peut être produit, la réponse à la question 1 montre que le mot ciblé respecte nécessairement la propriété 3. Maintenant, supposons que le mot cible respecte les propriétés 1 et 3. Ce mot composé de n symboles, et on note n indice i le nombre de i que contient le mot ciblé, et n indice i le nombre de u que contient le mot cible. Donc, soit grand N qui est égal à la somme des grand N indice i plus grand N indice, c'est-à-dire le nombre de i, le nombre de symboles i et le nombre de symboles u. Par la propriété 3, donc n indice i ne peut être multiple de 3, parce que la propriété 3 nous a dit ça tout à l'heure. Il va donc de même pour n, parce que si le ni n'est pas un multiple de 3, la somme de ni plus ni ne sera pas un multiple de 3. On a donc n est congru à 1 modulo 3. Ça veut dire quoi? La différence de n et 1 est un multiple de 3. Ou n est congru à 2 modulo 3. Ça veut dire quoi? Si je fais n moins 2, j'aurai un multiple de 3. Maintenant, je pose petit n de telle sorte que 2 à la puissance petit n soit plus grand que le n. Et 2 à la puissance n soit congru à grand N modulo 3, c'est-à-dire la différence de 2 à la puissance n moins grand N soit un multiple de 3. Et partant de mi, on applique n fois la règle 1,2, construit le mot, et on construit le mot m, etc. Avec 2 à la puissance n fois la lettre i, le symbole i. Voilà, donc comme 2 à la puissance n moins grand N est divisible par 3, appliquer la règle 1,3 consécutivement 2 à la puissance n sur 3 fois de suite, construit un mot m, etc. ensuite des i. Parce que regardez bien, la règle 1,3, à chaque fois où il y a 3 i collés, il le transforme en u. Et là, ce nombre peut être rendu pair par application consécutive de la règle 1,1 et rendu nul par des applications consécutives de la règle 1,4. Parce que la règle 1,1, regardez bien, quand ça termine par i, il peut toujours ajouter un u. Et la règle 1,4, quand il y a 2 u collés, il peut les faire disparaître. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit ici. On a donc le mot m, etc. Avec maintenant, cette fois-ci, n indice i plus 3 fois n indice i symbole i. Maintenant, appliquer la règle 1,3 aux bons endroits va nous permettre de conclure quoi? D'obtenir le mot ciblé. Et voilà la réponse à la troisième question. J'avoue que ça a été un peu technique
Et il y a des notions de congruence, de divisible, de multiple, d'entier naturel, etc. Et c'est ça l'objectif. Au début, on peut commencer par des propriétés simples. On définit des choses. Vous voyez que les 4 propriétés que j'ai définies, normalement, vous n'avez jamais vu des propriétés comme ça dans vos cours ou dans vos leçons. Mais c'est ça les mathématiques. Avec un ensemble de 3 lettres, on peut créer une théorie mathématique derrière. Et là, on peut donner des propriétés, on peut faire des opérations sur les propriétés et on peut se poser des questions, résoudre et même créer des questions difficiles. Donc, vous voyez que la 3e question était très, très technique. Donc, comme je l'ai dit, parfois, ça peut être compliqué. Et l'objectif, c'est ça. On commence par de petites choses, des exemples. Et maintenant, on pousse la réflexion pour faire de la recherche. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous transformer en de jeunes chercheurs mathématiques. Donc, vous voyez, pour ce défi, on s'en arrête là. La 3e question est finie. Et comme je vous le dis souvent, je ne vais jamais vous laisser tranquille parce qu'à chaque fois, il y a une solution pour un défi. Il y a encore un autre défi. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très 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 élastiques. Voilà, donc, pour cette semaine, on change le cap et on va vers la géométrie. Donc, on a beaucoup parlé de numérique, on a parlé de cryptage, on a parlé de beaucoup de choses. Cette fois-ci, on va attaquer de la géométrie. Et pour la semaine prochaine, je vous lance ce défi, bien sûr, qui se nomme le théorème de Wallace, Bollier, Yerwin, qui a été préparé par Rémi. Vous voyez déjà, on pense que même le nom du défi fait un peu peur, mais vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, c'est de la géométrie. Donc, voilà ce que je vous demande de faire. On considère 2 polygones quelconques, que j'appelle P1 polygone 1, P2 polygone 2, de même aire, c'est-à-dire l'aire du polygone P1, c'est la même chose que l'aire du polygone P2. L'aire, c'est ce que j'ai appelé grand A. La question, c'est quoi? Montrer qu'en procédant à un nombre fini de découpage, il est possible de recomposer P2 à partir de P1. Ça veut dire quoi? Ce polygone-là que j'ai en bleu ou en vert, je peux la recomposer à partir de ce polygone P1. Ça veut dire quoi? En faisant des découpages. Donc, je ne sais pas, peut-être je vais couper ici. Je ne sais pas, peut-être je vais couper comme ça. Mais l'essentiel, je peux recomposer P2 à partir de P1. Ça veut dire quoi? Ce P1-là, je peux la découper et la transformer jusqu'à ce que ça ressemble exactement à P2. C'est ça la question. Et vous voyez, j'ai dit que les 2 polygones ont les mêmes aires. Normalement, logiquement, c'est possible. Parce que c'est les mêmes aires. Maintenant, comment on va le faire? C'est une seule question. Comment on va faire ça? Comment on va passer de P2 à P1 en ne faisant que des découpages? Voilà une seule question pour cette semaine. Mais vous voyez bien qu'il y aura beaucoup de réflexions. Comment attaquer cela? Je peux vous dire qu'à la maison, vous pouvez regarder les polygones, essayer de les dessiner sur du papier, les mêmes formes. Prenez votre ciseau et essayez de découper avec un ciseau, bien sûr, de telle sorte que vous allez être sûr que vous allez reformer ça. Donc, on peut essayer de le faire manuellement. Une fois qu'on réussit, maintenant, vous allez essayer de m'écrire théoriquement comment ça se fait. Donc, c'était ça pour cette semaine. Le défi est lancé. Vous avez encore une semaine pour réfléchir. Chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, chers téléspectateurs de la chaîne Télé-École, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et encore pour d'autres défis. Merci.